Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session en streaming. C'est une première pour les Vernechatois qui s'adaptent du coup aux mesures sanitaires en vigueur. Alors cette session en streaming, on l'organise pour entrer en contact évidemment avec nos électrices et nos électeurs pour que vous puissiez faire connaissance avec ce soir 6 candidats qui vont défiler sur ces canapés par groupe de 2 candidats au Grand Conseil. Et puis notre candidat au Conseil d'État qui sera systématiquement présent, Roby Chop, qu'on présentera tout à l'heure. Cette session, c'est vous qui l'animez finalement au travers du chat. D'ailleurs, pour poser toutes vos questions, n'hésitez pas à vous inscrire. On serait aussi heureux que vous écriviez d'où vous venez, comme ça on peut savoir un petit peu d'où nos électrices et nos électeurs viennent. Et puis, bien sûr, on attend toute la bienveillance et la politesse qui est de mise pour ces sessions en streaming. Alors, on va présenter les candidats qui sont actuellement présents. Ce petit tour de piste va durer une vingtaine de minutes. On n'est pas pressé. Alors, à ma droite, Blaise Risberger. Salut Blaise. Salut Clémence. Alors, tu viens de Neuchâtel, tu es spécialiste en environnement à la retraite, et puis tu es vice-président des Verts Neuchâtelois. Tout à ma gauche, Brigitte Ayhaus. Salut Brigitte. Alors, tu viens aussi de Neuchâtel, tu es spécialiste en formation et tu es actuellement députée. Et puis, notre candidat au Conseil d'État, Roby Chop. Salut Roby. Salut, bonsoir. Tu es actuellement conseiller communal à Val-de-Rue, chef du dicaster de l'aménagement du territoire, de l'économie, du tourisme et de la mobilité. Alors, on attend évidemment vos questions. On n'a pas de tabou chez les Verts, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Peut-être pour commencer en douceur, on va parler de cette campagne qui est un petit peu spéciale. Comment ça se passe, cette campagne Oui, c'est une campagne qui est un tout petit peu, qui nous laisse un peu sur notre faim parce on n'a pas la possibilité d'aller vers les gens dans la rue comme on le fait beaucoup avec les stands. Alors c'est vrai qu'on tient des stands, on fera des actions accessibles au public, mais en raison des restrictions sanitaires, on est un tout petit peu obligé d'attendre que les gens viennent vers nous. Nous, on ne va pas aller au contact puisque ça peut être aussi mal ressenti et puis qu'on respecte quand même la prudence nécessaire. Donc on trouve des canaux alternatifs. On est beaucoup sur les réseaux sociaux comme ce soir. Et on profite d'être à l'extérieur, ça c'est pas mal aussi, un contact de la nature. On organise des balades, on organise des tours à vélo. Tout à fait. Là, j'ai vu qu'à Neuchâtel, il y a plusieurs événements qui sont organisés, plusieurs actions avec des balades, des visites. Vous êtes les bienvenus aussi, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour ces différentes activités. J'en profite peut-être pour signaler que toutes ces activités figurent sur notre site internet. N'hésitez pas à consulter si vous avez envie d'entrer en contact, de voir nos candidats pour de vrai cette fois et pas au travers d'un écran. Voilà, c'est peut-être la meilleure façon de s'adapter à ces mesures sanitaires. Brigitte? Alors effectivement, la campagne, comme ça a été dit, est effectivement un tout petit peu perturbée par la crise qui sévit actuellement et ça nous oblige d'être surtout actifs sur les réseaux sociaux et un peu moins au niveau des contacts directs. Je crois que les contacts arrivent quand même à se faire au niveau des quartiers, au niveau et des stands aussi, quand même, quelque peu. Alors on a une question, enfin c'est pas vraiment une question. Barbara de la Chaux-de-Fonds qui nous dit la Chaux se réjouit de poutser avec Roby samedi. Qu'est-ce qui se passe samedi, Roby? Oui, samedi après-midi à la Chaux-de-Fonds, c'est une action qui n'est pas une action stand de marché, mais c'est une action nettoyage des quartiers avec, je crois, beaucoup de verre et puis aussi quand même une démarche interpartie. Et par petite équipe, pour respecter les normes sanitaires, il s'agira de parcourir divers endroits, je pense les rues, les villes de la Chaux-de-Fonds. Je n'ai encore pas regardé le programme en détail parce que je me rendrai sur place samedi en début d'après-midi, c'est à 14h sauf erreur. Et puis je verrai les secteurs qui vont m'être attribués et puis qui sera là avec nous pour cet après-midi de Putz, en effet. Si on reste peut-être dans le domaine, dans le thème du Covid, on a beaucoup parlé de relance post-Covid, hein, Roby. Ça va passer par un changement de paradigme. Oui, alors ça va être un gros enjeu pour le Conseil d'État d'abord, mais pour tout le canton aussi.
Il y a les mesures sanitaires, maintenant les mesures de soutien aux professions qui maintenant ne peuvent pas gagner leur vie, ça c'est une chose, mais je crois que là on a gentiment un consensus qui se met en place, même si ça a été compliqué pour certains et c'est encore compliqué pour certaines personnes. Mais le gros enjeu sera la relance. Et puis là, il faudra vraiment que le canton n'économise pas tout de suite. Le canton et les pouvoirs publics fassent repartir l'économie dans la bonne direction, j'insiste. Si on doit faire repartir l'économie, c'est en lui donnant une orientation verte. Et ensuite, c'est que lorsque tout le tissu économique fonctionnera à nouveau qu'on pourra repenser à assainir les finances cantonales. Et cette fois, il ne s'agira pas de réduire les impôts quand tout va bien, l'erreur qu'on a fait les décennies passées. C'est le boom, donc l'État réduit les impôts, comme ça il accentue encore la surchauffe. Et puis après, quand la crise vient, l'État n'a pas les moyens d'investir ou doit s'endetter. Là, ce sera en effet un changement de mentalité qu'il faudra tenir. Alors, on a une question de Vio 1897. Bonsoir tout le monde, que pensez-vous du plan climat cantonal et que proposez-vous pour l'améliorer? Alors, ce plan climat, pour l'instant, c'est beaucoup de promesses et pas grand-chose de concret. Ce qui manque, alors bon, effectivement, il y a des promesses de financement, mais ce qui nous manque dans ce plan climat, c'est d'une part un objectif ambitieux, la neutralité carbone en 2050. Plus le temps passe, plus on apprend que ça sera probablement pas suffisant, qu'il va falloir faire des efforts plus rapides. Et ce qui nous manque, c'est des échéances concrètes. Il faut vraiment qu'il y ait un engagement mais massif dans le canton, mais aussi dans toute la Suisse, en matière d'assainissement énergétique des bâtiments. Ça, c'est un des éléments principaux qui pourrait servir à la relance post-Covid. Bon, ça va nécessiter probablement que dans certaines entreprises, il y a peut-être des adaptations en termes de compétences et de know-how pour vraiment pouvoir mettre l'accent, mettre la priorité sur ces assainissements énergétiques. C'est l'isolation du bâtiment, c'est poser des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques sur toutes les toitures autant que possible, au maximum des surfaces des toitures, pas seulement pour l'autoconsommation, mais aussi pour l'injection dans le réseau. Et ça, c'est vraiment absolument urgent. Et c'est beaucoup de travail, beaucoup de main-d'œuvre. Donc, ça serait absolument parfait pour l'emploi dans le canton de Neuchâtel. Alors bon, c'est un secteur un peu particulier. Probablement que ça ne correspond pas à toutes les formations et à toutes les compétences, mais je pense que c'est vraiment un domaine où il faut absolument mettre l'accent. Et dans ce plan climat, il nous faut un calendrier concret, des échéances avec des échéances régulières, concrètes, avec des objectifs chiffrés. Et ça manque pour le moment absolument, quoi qu'en dise Monsieur Laurent Favre. Merci. Brigitte? Peut-être quelques éléments liés aussi à l'évolution santé, où il y a effectivement très très peu de choses dans le plan climat. On parle beaucoup de pics de chaleur, et là il y a une adaptation de la population qui doit se faire pour se protéger, pour savoir s'alimenter et se protéger vraiment de ces nouveaux pics de chaleur pour lesquels on n'est pas du tout habitué. Il y a aussi une évolution au niveau des risques infectieux, où là de nouvelles maladies vont vraisemblablement apparaître. La Covid peut-être être un exemple, on n'en a pas encore la preuve, mais ça participe peut-être aussi à cette évolution. Donc là, il y a beaucoup d'éléments à mettre en place pour qu'on apprenne à vivre avec ce climat qui évolue et contre lequel on va devoir lutter, mais qui pour l'instant, on n'a pas de solution pour freiner vraiment rapidement cette évolution des températures. Donc on doit aussi apprendre à vivre avec l'augmentation des températures qui sera de toute manière là. Oui, je pense que la question c'était aussi des pistes concrètes pour l'améliorer. Il y en a plusieurs qui ont été données, mais il y en a vraiment beaucoup. On lit quelque part, juste pour en prendre une qui me tient à cœur, électrification des bus dans les villes, donc passage au trolley ou au bus rechargeable. Oui, c'est très bien, mais le trafic de bus régional pourrait lui aussi être électrifié, surtout à l'horizon 2025-2030, parce que
la technologie existe et il n'y a vraiment aucune raison de tergiverser. Peut-être sur le thème domaine de la santé, question de Pierre-Yves. La taxe sur les boissons sucrées n'a pas passé la rampe du Grand Conseil. Il y aura une suite, et si oui, laquelle? Peut-être sur cette question de santé, Brigitte, tu souhaites t'exprimer? Oui, volontiers. Effectivement, le rapport qui était soumis hier au Grand Conseil n'a pas été accepté. En tout cas, on a voté un retour en commission par le fait qu'on était sûr que le rapport ne pourrait pas être validé dans la configuration qu'on avait actuellement. Et le renvoi en commission permet de garder un espoir de pouvoir le retravailler et le représenter après les élections. Peut-être si on peut juste expliquer ce que c'est que ce principe de taxer les produits sucrés. Oui, alors l'idée est effectivement d'introduire une taxe tout à fait minime sur toutes les boissons qui ont des sucres ajoutés, qui sont vendus dans les commerces ou vendus dans les restaurants débits de boissons. Le principe était d'obtenir un fonds qui permette de mettre en place un vrai programme de promotion de la santé et de prévention, prophylaxie de la santé bucco-dentaire. On sait que le sucre est directement lié à passablement de risques sanitaires, que ce soit au niveau de la santé bucco-dentaire, mais aussi de la santé en général. Et c'était l'occasion de mettre en place un programme de promotion qui était autoporté au niveau financier, puisque c'est la taxe qui allait financer toutes les mesures introduites, et ceci à un niveau relativement faible, puisqu'on parlait d'une taxe qui devrait coûter de l'ordre de 1 franc par mois par personne. Et je trouve intéressant parce que pour moi, il y a un lien clair avec une question qui a été débattue il y a quelques mois concernant la récolte des betteraves à sucre et le problème des agriculteurs qui disaient on a une perte de rendement sur nos betteraves à sucre. Et puis moi, immédiatement, la réflexion que je m'étais faite, c'était oui, mais de toute façon, on consomme beaucoup trop de sucre, donc on n'a peut-être pas besoin de toutes ces betteraves à sucre, et donc peut-être pas besoin de réintroduire ces fameux insecticides néonicotinoïdes. Donc je trouvais intéressant qu'il y ait ce lien entre finalement notre santé par diminution de notre consommation de sucre et puis finalement peut-être un impact aussi sur la biodiversité dans la mesure où ça permettrait d'éviter d'utiliser des pesticides néfastes. Alors effectivement, actuellement, on consomme des quantités de sucre qui sont totalement excessives. On est de l'ordre de 10 fois ce qui est recommandé par l'OMS par gramme journalier de sucre. Donc, ça serait effectivement pas un drame au niveau de la consommation si on devait diminuer un tout petit peu la quantité de sucre qui était sur le marché. Pour rebondir sur ton raisonnement sur les néonicotinoïdes, c'est vrai qu'on vit le paradoxe, on subventionne la production d'un produit qui cause par ailleurs des dégâts à la santé publique, qu'on doit payer par ailleurs, donc on paye pour payer quelque part. Alors on peut bien évidemment avoir la compréhension pour les agriculteurs qui doivent vivre leur production, mais je crois qu'on apporte à peu près la moitié du sucre qu'on utilise en Suisse de toute façon. Donc c'est vrai qu'on vit dans un système qui est paradoxal et je pense vraiment que dans le cadre d'un exécutif, on peut commencer à faire la traque à ce genre de problèmes qui causent des problèmes, et pour lesquels on paye pour se compliquer la vie quelque part. Moi, je crois que la question, c'était aussi quelle suite va être donnée à ça. Est-ce que ça sera, moi, je sais pas, peut-être Brigitte, toi qui es au Grand Conseil, est-ce que ça sera, l'idée, c'est vraiment de mettre l'accent sur le contre-projet du Conseil d'État ou bien de mettre l'accent plutôt sur l'initiative? Alors effectivement, le contre-projet est venu suite à l'initiative constitutionnelle populaire qui a été déposée en 2015 déjà, qui demandait une assurance des soins dentaires. Et le Conseil d'État a souhaité faire ce contre-projet, estimant que l'assurance des soins dentaires était difficilement qu'il y avait une difficulté réelle à la mettre en œuvre pour des questions de modalités de perception des cotisations d'une telle assurance. Donc l'initiative, elle reste encore en suspens, elle est susceptible toujours de partir en votation populaire. Et le contre-projet, à nos yeux, au niveau de la commission santé,
nous proposait quand même un programme de prévention et de promotion de santé qui était tout à fait favorable, puisqu'il permettait de vraiment insister sur la santé bucco-dentaire de la jeunesse, ce qui est vraiment essentiel en termes de prise d'habitude et de comportement favorable à une bonne santé des gens. L'initiative, elle reste, pour l'instant, tant qu'on n'a pas de contre-projet satisfaisant qui répondent à l'essentiel de nos objectifs, pourra peut-être être soumise à la votation populaire si ça devait être encore nécessaire. Merci. Moi, je crois là, il y a une question. Voilà, oui. Mais il y avait la question sur la culture qui nous permet Ouais, peut-être de parabole changer culturelle. de sujet. Ouais, de parabole qu'on salue. Le monde de la culture est en grande souffrance actuellement, évidemment. Quel est le plan des Verts à ce sujet? Question primordiale. Oui, alors là, je veux bien prendre la réponse parce qu'il y a vraiment deux phases qu'il faut distinguer. Hein. C'est qu'aujourd'hui, pendant qu'on est encore en situation de crise sanitaire, il s'agit de permettre aux personnes qu'on empêche de travailler, parce qu'il faut être clair, c'est les dispositions prises par l'État, à mon avis à juste titre, qui empêchent les personnes de travailler, mais il faut les dédommager pour ça. Et si j'ai bien compris, aujourd'hui, le Conseil fédéral a pris une décision rétroactive pour les personnes qui travaillent dans le milieu de la culture, qui devraient faciliter leur aide. Alors, c'est tard, mais mieux vaut tard que jamais. Par contre, ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, la sortie de crise. À la sortie de crise, il faudra vraiment soutenir tous les acteurs culturels viables qui retrouvent les soutenir, c'est peut-être 1, 2, 3 ans de manière extraordinaire pour qu'ils retrouvent le niveau antérieur et qu'on réussisse à ne pas avoir de perte finalement d'offres culturelles à cause de la crise. Pour moi, il y a vraiment ces deux phases. Il faut distinguer la phase de transition dans l'urgence dans laquelle on est, parce que je crois vraiment, et tout le monde aimerait bien, moi le premier, j'aimerais bien pouvoir aller écouter un concert avec d'autres personnes ou assister à un spectacle, mais ce serait vraiment pas responsable aujourd'hui encore. Il faudra voir quand les vaccinations auront fait leur effet, mais la sortie de la crise devra faire l'objet d'un soutien. On sent vraiment l'importance vraiment du monde culturel quand celui-ci est au point mort, quoi. Une nouvelle question de Gazb 50. Comment pourra-t-on alimenter suffisamment le Fonds cantonal de l'énergie pour assurer un soutien crédible aux installations photovoltaïques? Faut quand même pas oublier qu'une installation photovoltaïque, elle est rentabilisée largement avant la fin de sa vie effective, de sa vie technique. Donc, ce qui fait que, pour moi, c'est un investissement à moyen long terme. Je veux dire, quand on achète un appartement ou quand on se construit une maison, ou quand même pour bien des gens, quand on achète une voiture, on l'achète, on prend un crédit. Parfois, on rembourse son crédit sur une période souvent relativement assez longue. Et pour moi, pour le photovoltaïque, c'est typiquement quelque chose qu'on peut faire. Et ce crédit, il est remboursé rapidement grâce à la production d'électricité et à sa consommation d'électricité. Il faut un soutien, une impulsion initiale. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aider tout un chacun qui est en situation d'installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison, que ce soit un propriétaire d'immeuble ou que ce soit un propriétaire de maison individuelle. Il faut vraiment lui donner une impulsion, faciliter les démarches et permettre de lancer rapidement ces réalisations. Mais au niveau du financement à proprement parler, je pense que c'est aujourd'hui un rendement, un investissement à rendement très intéressant. Je veux dire, quand on sait que l'argent qu'on épargne, il est soumis à un intérêt négatif, là, je pense que d'investir dans le photovoltaïque, c'est un rendement de plusieurs pourcents par année qui est possible. Donc, alors, c'est sûr qu'il faut des fonds pour donner des impulsions, pour lancer des projets, mais je ne pense pas que ce soit à ce point-là fondamental pour le photovoltaïque. Il y a peut-être d'autres domaines sur lesquels il va falloir rentrer en matière, c'est toute la question de la mobilité
individuels motorisés, hein, où là, effectivement, peut-être qu'il faudrait qu'un fonds cantonal sur l'énergie entre en matière, parce que ça peut être du coup coûteux de changer de pratique de mobilité et de déplacement. Mais sur le photovoltaïque en particulier, ça me paraît pas nécessaire à long terme. Peut-être sur la mobilité, on peut parler de projets de RER qui verra le jour en 2035. Il y a un grand défi aussi de relier vraiment toutes les régions, toutes les communes de ce canton, les unes avec les autres. Oui, alors c'est clair que si on parle de mobilité de RER, c'est un magnifique projet et puis un atout qui va changer le canton, mais pour que le RER change le canton, la clé du succès, ce sera vraiment toute cette desserte latérale à cette colonne vertébrale, de ramener de manière très efficace, pardon, et avec des cadences intéressantes les habitants des localités qui ne seront pas sur la ligne vers ce RER. Et là, il faudra un travail vraiment de planification, d'horlogerie des lignes de bus, électriques j'espère, ou hydrogène, enfin c'est égal, zéro émission en tous les cas. Et c'est vraiment un défi qui doit commencer tout de suite pour le Conseil d'État, parce que si on veut avoir un réseau de desserte autour du RER en 2035, avec peut-être des nouveaux arrêts de bus qui devront être construits, des nouvelles lignes à concevoir. Alors les routes existent, mais je pense que la réflexion et la planification doivent vraiment commencer dans les 3 à 4 prochaines années de manière très sérieuse. Sinon, en 2035, on aura un RER et puis on aura des bus autour qui ne seront pas efficaces et les gens continueront à privilégier leur véhicule personnel, ce qui n'aura pas été le but de la manœuvre. Est-ce que ça doit passer par des transports publics gratuits, tout ça, pour donner envie aux gens d'emprunter train, bus? Bah, a priori, je veux dire, bon, il a déjà été dit que de toute façon, rien n'était gratuit, hein. Il y a forcément quelqu'un qui paye. Après, la question, c'est de savoir qui paye. Alors, on a une instruction publique qui est finalement gratuite pour tous les enfants. Il y a d'autres services, les services de l'administration, qui sont souvent gratuits. Pourquoi pas instaurer la gratuité des transports en commun? Il reste bien entendu le fait qu'il faut que ce soit financé d'une certaine façon. C'est 30 à 40 millions par année dans la situation actuelle. Et alors là, il y a différentes pistes. Une des pistes, c'est forcément par le biais de la fiscalité. Et puis, alors, il y a, à mon avis, un potentiel qui devrait être recherché auprès des employeurs dans le canton. On sait qu'en France, en particulier, les entreprises sont souvent mises à contribution pour cofinancer les réseaux de transport en commun. Ça se fait pas encore dans le canton de Neuchâtel, mais pourquoi pas. Et puis une autre piste, c'est bien entendu toute la question des déductions fiscales sur les déplacements professionnels. Qui, en tout cas à mon avis, pourrait être remis en question dans une certaine mesure, avec un plafond qui pourrait être fixé à hauteur, par exemple, d'un abonnement général deuxième classe ou du maximum de l'abonnement onde verte dans le canton, mais pas au-delà. Ça permettrait du coup d'obtenir des ressources fiscales supplémentaires qui pourraient être utilisées pour financer le réseau de transport en commun. Mais ça ne doit pas être non plus un frein au développement du réseau de transport en commun. À relever qu'aujourd'hui, les transports publics sont déjà financés aux 2 tiers par l'impôt, hein, qu'il soit fédéral ou cantonal, ou même communal, puisque les communes participent au pot commun. Je veux dire, tout le monde paye déjà avec ses impôts les transports publics. Ce ne serait pas vraiment une nouveauté, ce serait juste de passer de 30% finalement à zéro à charge du client ou de la cliente. Alors Laurent D, 4, qui nous écrit: aujourd'hui au Grand Conseil, les Verts se sont en partie opposés à l'évitement routier de la Chaux-de-Fonds. Quelle est leur alternative? Mais effectivement, c'est un sujet qui était très, très compliqué par rapport à notre idéal vert, qui est effectivement aujourd'hui de plutôt favoriser ce qu'on a déjà évoqué avant, les transports publics, et
d'initier vraiment un transfert modal important, et ça paraît complètement anachronique aujourd'hui de construire encore des routes d'évitement, et en même temps il y a des problématiques à la chaux de fonds qui sont de bouchonnement et qui sont très compliquées. Tout de même, je veux dire là, tout ce qu'on fait, c'est déplacer le trafic. Tout à fait. Hein, déplacer le trafic individuel. Pour moi, je crois que ça a été dit au Grand Conseil, c'est une vision du XXe siècle, de déplacer le trafic individuel. Aujourd'hui, et puis là, on va quand même investir sur ce projet-là 180 millions. Je pense qu'avec 180 millions, si on envisageait non pas de déplacer le trafic individuel, mais de le réduire, hein, justement en développant les réseaux de mobilité douce, les transports en commun dans la ville de la Chaux-de-Fonds, je ne sais pas moi, le covoiturage, il y a toute une série d'alternatives qui, à mon avis, si on mettait à disposition de ces alternatives les 180 millions de la H18, je pense qu'il y aurait quelques personnes qui pourraient être intéressées. Et ça serait une vision d'avenir, puisque de toute façon, il s'agit de réduire le déplacement individuel motorisé. Pourquoi ne pas profiter de l'occasion de ces 180 millions pour réaliser un projet d'envergure à la Chaux-de-Fonds qui, à mon avis, aurait les mêmes avantages pour le centre historique, pour le centre-ville, et probablement moins d'inconvénients pour les rues en périphérie, dont on a entendu aujourd'hui qu'elles seraient extrêmement fortement impactées par une augmentation du trafic. Donc voilà, peut-être des pistes à étudier, c'est comment est-ce qu'on investit 180 millions aujourd'hui pour diminuer le trafic individuel motorisé plutôt que de le déplacer. C'est vrai que ce qui est choquant dans le rapport qu'on lit, c'est que le trafic continue à augmenter à peu près partout. Hein. Donc on voit bien que si on veut piétonniser le centre de la Chaux-de-Fonds, il faut réussir à éviter les passages, en particulier devant le carrefour de l'hôtel de ville. Donc on est devant un dilemme, ça c'est certain. Est-ce que la bretelle autoroutière du type qui est proposée est la seule solution? Alors c'est un peu facile aussi de discuter avec les YACA, mais disons que ce qui est frustrant quand on lit le rapport que le Grand Conseil aujourd'hui a traité, c'est qu'on met beaucoup de mesures pour finalement pas vraiment réduire le trafic. Blaise venait de le dire, on déplace plus qu'on le réduit, et puis on se dit, mais est-ce qu'on n'arrive vraiment pas à réduire le trafic? D'autant plus que si on se place dans une perspective peut-être plus large du canton de Neuchâtel, c'est une autre problématique hein, qui souffre, des personnes qui déménagent vers l'extérieur du canton, qui continuent à y travailler, puis qui viennent le plus souvent en véhicule individuel. Mais disons là, on ouvre quand même un boulevard depuis le Jura bernois pour venir en voiture, pour être clair, ou en véhicule individuel sur le bas du canton, encore plus facilement, depuis encore plus loin. C'est quand même toute une question qui interpelle. Mais c'est vrai qu'il faut aussi avoir l'honnêteté de dire que la baguette magique, dans le cas de l'engorgement de la Chaux-de-Fonds, elle n'existe pas vraiment. Hein. Bah merci. Merci à vous deux. Roby, tu restes sur ce Je reste canapé alors, confortable.